En plateau, Stéphane Sauduteil qui nous accompagne pour cette demi-heure. Bonjour Stéphane, responsable de technibourse.com, et on retrouve Grégory Volokin en duplex depuis New York pour commenter l'actualité du jour et l'actualité à venir cette semaine pour les marchés américains. Un mot encore, Grégory, on était avec vous à l'ouverture, avant l'ouverture tout à l'heure. Un mot encore de ce deal entre PSA, Peugeot, Citroën et General Motors sur les actifs européens de GM, Opel et Vauxhall. Opel qui évoluait dans le giron de GM depuis 88 ans. Décision difficile, dit Marie Barra, la patronne de General Motors. Néanmoins, ça semble être une décision qui va dans le sens des intérêts de tout le monde, j'imagine. Oui, absolument. Elle dit décision difficile, mais ils y travaillaient depuis des années et des années. Opel avait coûté à General Motors 9 milliards de dollars depuis 2009, entre les pertes et tous les investissements nécessaires pour avoir des usines qui sont en état de marche. Je dirais aussi, pour les actionnaires de General Motors, ne plus avoir ces pertes qui arrivaient à chaque semestre, un plan de rachat d'actions de 2 milliards de dollars, c'est reçu positivement. Et évidemment, le problème maintenant, la difficulté, ça sera pour Peugeot de réussir ce que General Motors n'avait pas pu faire. Pourquoi ils n'avaient pas pu rendre ces activités en Europe rentables? Pour beaucoup de raisons. La première raison, c'est que pour General Motors, le secteur d'activité qui est vraiment le plus rentable, qui est leur propre secteur d'activité aux États-Unis, c'est les grosses voitures, c'est les 4x4. Évidemment, les Opel, les Vauxhall sont plutôt des petites voitures à faible marge. Et puis vous avez le marché de l'emploi. Pour une compagnie étrangère, américaine, proposer au gouvernement français et allemand des coupes d'emploi, des fermetures d'usines, c'était absolument impossible. Donc en fait, ils n'ont jamais réussi à diminuer un peu la voilure quand il le fallait, même pendant les périodes de crise. Je crois que pour General Motors, tourner la page, c'est peut-être ce qu'ils pouvaient faire de mieux. Bon, et c'est chose faite avec l'officialisation donc de cette opération. Peugeot qui déboursera d'ailleurs assez peu de cash, et c'est un des points positifs de la part des analystes pour le dossier Peugeot, qui va débourser un peu plus d'1 milliard d'euros de cash pour cette opération. La valeur de la transaction au global est de 1,8 milliard d'euros, y compris la reprise des actifs financiers de la partie financement de General Motors, qui sera repris à 50-50 entre PSA, Peugeot, Citroën et BNP Paribas. Mais au final, Peugeot débourse assez peu de cash pour cette opération. Ça fait partie donc des points qui sont salués par le marché cet après-midi. Le titre Peugeot qui s'inscrit très largement comme la plus forte hausse du CAC, plus 4%. On revient quasiment à 20 € sur le titre. Alors intéressant d'avoir l'aspect fondamental. On aura d'autres analyses qui s'exprimeront sur le dossier Peugeot au cours de cette émission, notamment chez Odo et compagnie, où on vise par exemple 23 € sur le titre Peugeot. Que nous dit la configuration technique et la configuration graphique? Ça, c'est votre domaine, Stéphane Sauduteil. Est-ce que c'est un titre qui est bien orienté, qui est dans une dynamique positive? On retrouve les niveaux de juillet 2011 avec l'ouverture positive ce matin du titre Peugeot. Est-ce qu'il y a encore du potentiel pour ce titre-là en bourse, de votre point de vue? C'est vrai que j'étais toujours très positif sur Peugeot depuis pas mal de temps maintenant, quand on a débordé 5, puis 10, puis 12. Là, on est monté un petit peu rapidement, de 12 à quasiment 20 maintenant. Quand on regarde le graphique sur une période relativement longue, comme vous le dites, le 20 €, ça remonte vraiment déjà à pas mal d'années. Et quand on regarde un petit peu plus en arrière, on voit se dessiner une très forte zone de résistance horizontale, grosso modo dans les objectifs du broker cité, c'est-à-dire entre 22 et 23, là ça va coincer. On tire un peu l'élastique si on arrive sur ces niveaux-là. Exactement. Donc moi je serais presque dans l'idée finalement, si on devait donner un petit conseil ou une stratégie, de profiter finalement de l'annonce pour alléger un peu Peugeot et éventuellement reconstruire les lignes sur une correction vers 16 ou 17 qui aura certainement lieu à un moment ou à un autre, à l'occasion peut-être d'une petite faiblesse de marché, mais acheter sur les niveaux actuels pour viser 22, le risque me semble peut-être un peu plus important que le potentiel. Donc plutôt dans une phase d'allègement, j'aurais tendance à vous conseiller. On est dans des hypothèses, bien sûr, mais vous nous dites le titre Peugeot a quand même beaucoup accéléré ces derniers temps pour revenir quasiment à 20 €. On est dans la logique de on achète la rumeur, on vend la nouvelle. On se dit que les difficultés vont commencer désormais pour Peugeot. Ça veut dire que dans le comportement d'un certain nombre d'investisseurs, il va y avoir l'idée de prendre des profits peut-être pour ceux qui ont accompagné la hausse du titre. Je pense effectivement, quand on voit l'accélération
l'accélération haussière de ce jour, on pourrait plus rester effectivement dans l'idée je vends la nouvelle, même si à très court terme les investisseurs sont très positifs parce que ça coûte pas très cher effectivement. On salue l'annonce quand même aujourd'hui. Voilà, mais bon, je pense que le potentiel est un petit peu élimé dans une optique moyen terme. Donc acheter plutôt sur une phase de repli, idéalement 16-17 me semblerait parfait. Oui. Grégory, on fait un tour d'horizon de l'actualité qui concerne les marchés américains. Alors on suit un petit peu quand même le dossier Snap, introduit, je le rappelle, en bourse jeudi dernier, plus 44% la première séance, plus 10% encore vendredi dernier. Et ça semble bien parti pour aujourd'hui. On est au début de la séance à New York, mais le titre prend encore un peu plus de 2%. Donc on est sur une capitalisation boursière qui dépasse les 30 milliards de dollars. On a pris 60% quasiment depuis par rapport au prix d'introduction en bourse qui avait été fixé à $17. Donc ça, c'est le verdict du marché qui en veut toujours plus pour l'instant pour Snap. Que disent les analystes? Qu'est-ce que vous dites vous? Et que disent les analystes? Alors ceux qui ont une voix qui porte, on va dire, sur les marchés américains et à Wall Street, Grégory. Je dirais que c'est remarquable de voir un titre qui monte aussi rapidement face à des analystes aussi négatif. C'est pas qu'il soit négatif sur la compagnie elle-même. La compagnie, elle a quand même beaucoup d'intérêt, c'est clair. Mais la valorisation de la compagnie aujourd'hui ne justifie ni le cours actuel, ni même des cours bien inférieurs. Vous avez des analystes qui parlent de cours allant jusqu'à $9 l'action, alors que là on est vers les 27 ou 28. Donc pourquoi est-ce que ces analystes et l'ensemble des analystes critiquent la valorisation? C'est que il faut vraiment là se baser sur des activités en 2018, 2019, 2020 avec un revenu de 8 milliards de dollars pour la compagnie, alors qu'en ce moment elle a tout juste 400 millions de dollars. Il faut totalement oublier la compétition d'un Facebook. Il faut une croissance des utilisateurs de Snapchat mondial de 35%, alors qu'en fait sur le dernier trimestre il y avait plus de croissance des utilisateurs. Donc pour résumer, c'est ce que disait Sabrina, pour résumer l'idée de quelqu'un qui achète aujourd'hui le titre, c'est un ticket de loterie absolument. Il faut savoir qu'à la loterie des fois on gagne, mais quand même en principe on ne gagne pas. Donc moi mon idée c'est qu'il vaut mieux peut-être attendre. Snap est une très intéressante compagnie avec une action qui n'a plus aucun rapport avec la réalité d'une valorisation en bourse. Oui, même si 100% des gagnants ont tenté leur chance, oui, il y a quand même plus de perdants que de gagnants à la loterie. Snap, voilà, qui est très spéculatif, on va dire, sur ces niveaux de valorisation, mais bon, ça n'arrête pas certains, puisque le titre prend encore 4% dans ce début de séance à New York. On franchit désormais les $28 sur le titre Snap. Un peu de politique, évidemment, Grégory. Qu'est-ce qu'on retient déjà du week-end politique et du week-end tweetesque de Donald Trump qui va signer, ou qui doit signer en tout cas aujourd'hui, son décret anti-immigration révisé. Oui, en gros, les commentaires ce week-end, surtout hier, c'est que Donald Trump a tout gâché, parce qu'en fait, il avait fait un discours devant la Chambre des représentants qui avait été extrêmement bien accueilli. Plus de 70% des gens avaient une idée positive de ce discours, où il montrait sa capacité à parler comme un homme d'État. Et puis là, il dérape de nouveau samedi en disant que Obama a demandé des écoutes, qu'il a mis en gros le téléphone de Donald Trump sous écoute, et que Obama s'est comporté comme un bad guy, comme un sale type. Alors évidemment, insulter Obama n'est peut-être pas très malin, et surtout deuxième chose, il faut savoir qu'aux États-Unis, le président ne peut pas du tout ordonner des écoutes téléphoniques. Qui peut ordonner des écoutes téléphoniques? C'est un juge, et un juge ne peut ordonner des écoutes téléphoniques que dans un cas où il soupçonne qu'il y a un crime. Donc là, il s'est tiré 2 fois dans les pieds, Donald Trump, vis-à-vis de ses affaires au niveau des écoutes. Il est clair qu'il y a eu des écoutes téléphoniques, elles ont été sûrement des écoutes, par exemple, de l'ambassadeur russe, mais c'était pas des écoutes directement dirigées contre Donald Trump. Par rapport au nouveau projet donc de loi sur l'immigration, qu'est-ce qu'on attend? D'abord, on attend qu'il signe aujourd'hui cet arrêté. On n'empêchera plus aux Irakiens de venir aux États-Unis quand ils ont un visa. C'est une bonne chose, parce qu'il faut savoir que beaucoup de ces Irakiens qu'on avait stoppés
développés étaient des Irakiens qui avaient travaillé, qui avaient aidé énormément l'administration et l'armée américaine pendant les années où les Américains avaient une grosse présence en Irak. C'était absolument injuste de les empêcher maintenant de venir aux États-Unis. On parle aussi un peu de l'impact sur le tourisme que la politique de Trump a, avec quand même une baisse assez nette du tourisme. Alors vous me direz, le tourisme qui vient du Yémen, c'est peut-être pas vraiment beaucoup de monde, mais globalement, on a quand même, par exemple, au mois de février, une baisse de 2% des touristes étrangers qui viennent aux États-Unis. Donc il y a quand même un impact, disons, de cette politique anti-émigration. Il faut pas non plus dramatiser. On verra par exemple que dans son arrêté, cet arrêté va être valable pour 3 mois, par exemple, pour suspendre l'arrivée des réfugiés syriens pendant le temps auquel on va étudier leur dossier. Et en fait, donc, ça sera un arrêté où Trump aura mis de l'eau dans son vin, mais c'est certain que tout de suite, il y aura de l'opposition et que il y a beaucoup de chances que cet arrêté soit de nouveau bloqué par un juge fédéral. Bon, et puis un mot des investigations du procureur de New York qui s'intéresse aux relations qu'entretient Sanofi avec certains de ses distributeurs aux États-Unis. Qu'en est-il exactement, Grégory ? Oui, il a commencé à s'intéresser à des grandes compagnies américaines dans ses rapports avec leurs distributeurs, par exemple Eli Lilly. Maintenant, c'est Sanofi. Pourquoi ? En fait, les compagnies pharmaceutiques ne vendent pas directement leurs médicaments aux pharmacies. Elles passent par ce qu'on appelle des middlemen, des intermédiaires, des compagnies telles que Express Scripts. Et qu'est-ce qu'elles font, les compagnies pharmaceutiques ? Elles négocient le prix de leurs produits avec ces intermédiaires, mais d'une façon totalement opaque. Personne ne sait exactement de quoi elles parlent. Donc de quoi on accuse assez souvent les compagnies pharmaceutiques, un peu de collusion entre elles. Elles discutent de rabais ou elles discutent de prix très très forts en se mettant d'accord avec la compétition. Ça, c'est des choses qui sont évidemment pas acceptables au niveau juridique, et c'est ce qu'est en train de regarder l'Attorney General, donc le procureur de l'État de New York. Mais comme je vous disais, Sanofi n'est que une des compagnies qui est en cause, et en fait on peut dire que toutes les compagnies pharmaceutiques sont en cause parce qu'elles sont toutes en train de négocier les prix les plus avantageux pour elles-mêmes avec ces intermédiaires. Bon, le secteur de la santé dans son ensemble qui est pris sous plusieurs feux effectivement en ce moment. Un mot du titre Sanofi avec vous, Stéphane Sauduteil. Là, Grégory nous racontait l'histoire du moment aux États-Unis pour Sanofi avec ses investigations, donc qui concernent Sanofi, mais on va dire l'ensemble du secteur de la santé également. Du point de vue graphique, du point de vue technique, c'est une valeur que vous appréciez beaucoup. Oui, en fait, c'est vrai que d'un point de vue graphique, on n'a pas du tout la même interprétation en fait que ce qui vient d'être dit. Sanofi en fait était bloqué pendant plus d'une année entre 68 et 78 points, et là on a réussi à déborder 78,80. Donc ce qui ouvre de nouveau un potentiel de hausse, peut-être pas forcément sur les plus hauts, mais au moins à proximité des 90 €, qui reste un niveau de résistance assez conséquent. Donc quand on regarde objectivement simplement le graphique, on se dit qu'il y a plus de potentiel de hausse que de potentiel de baisse sur le titre, et même au contraire, si cette affaire devait faire plier un petit peu Sanofi et le faire revenir sur 78,80 €, je pense que ce serait une excellente opportunité d'achat pour mettre dans son portefeuille, dans son PEA, parce que je crois que logiquement on pourrait atteindre les 90 € en cours d'année. Ah oui, effectivement, hein, donc retour sous 80 € pour vous, c'est signal fort d'achat. Oui. Avec peut-être 90 € dans le viseur. Sanofi qui recule un peu cet après-midi autour de 82 €. Et la nouvelle que nous apportait Grégory, enfin je parle sous votre contrôle Grégory, mais c'était pas du tout un avis négatif que vous émettiez spécifiquement sur Sanofi, mais en tout cas d'un point de vue technique, on l'a bien compris avec vous Stéphane Sauduteil, c'est un dossier qui vous intéresse, en route peut-être vers les 90 €, donc ça fait effectivement un peu d'upside, de potentiel intéressant sur ce titre Sanofi. Un dernier mot de conclusion avec vous Grégory, qu'est-ce qu'on va attendre de cette semaine? A priori, je crois que les membres de la Fed n'ont plus le droit de s'exprimer avant la réunion des 14 et 15 mars prochains, c'est la quiet period. On aura quand même quelques chiffres intéressants, et notamment les chiffres de l'emploi de vendredi.
Oui, c'est difficile de penser que ces chiffres de l'emploi pourraient faire changer d'avis les membres de la Fed quant à une hausse des taux la semaine prochaine. Mais enfin, oui, c'est vrai. Je dirais pas qu'il y a trépidation dans l'attente de ces chiffres, mais on va les regarder avec intérêt. Et une fois de plus, surtout, on va regarder ces chiffres au niveau des salaires. Il faut quand même que ces salaires aux États-Unis non seulement augmentent, mais accélèrent un tout petit peu pour prouver aux yeux des marchés qu'il y a un risque d'inflation qui poussera la Fed à agir. Mais bon, disons que les jeux sont faits du côté de la Fed. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder autrement? Mais je pense c'est que petit à petit, il faut quand même que du côté de l'administration américaine, tous ces projets, que ça soit baisse d'impôts, que ça soit investissement en infrastructure, que ça soit baisse des réglementations, que ça avance un peu, qu'on commence à voir un peu leur forme, qu'il commence à y avoir des chiffres qui soient articulés. Les marchés se maintiennent en lévitation dans l'espoir de toutes ces mesures pro-croissance. Donc je dirais maintenant vraiment que ça soit cette semaine ou la semaine prochaine, ça commence à être vraiment le moment où il faut que les marchés aient un peu de munitions, je dirais, pour pouvoir continuer à monter comme on a vu sur ces derniers mois. Ah ouais, sur ces derniers mois, effectivement, avec une accélération encore de ces marchés américains depuis l'élection du mois de novembre de Donald Trump. On va célébrer cette semaine les 8 ans, si je dis pas de bêtises, oui, du rallye américain. 9 mars 2009, on touchait un point bas sur le S&P 500 à 666 points. On a pris plus de 250% depuis, puisqu'on a tapé les 2400 points la semaine dernière à New York. Le Dow Jones la semaine dernière également, qui évolue au-delà des 21 000 points. Donc tout ça se calme un petit peu aujourd'hui. Bonne séance, Grégory. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour commenter l'actualité du jour sur ces marchés américains. Grégory Volokin, président de Mescard Financial Services.